On ne comprend pas bien la différence entre les millions et les milliards. Les millions et les milliards, ça n'a rien à voir. Donc je vous donne un exemple. Qu'est-ce que c'est 1 million de secondes? 1 million de secondes, c'est 11 jours. D'accord? Qu'est-ce que c'est 1 milliard de secondes? C'est 31 ans. Vous voyez la différence entre 11 jours et 31 ans? Donc en fait, les milliards, moi j'en parle, je suis obligé d'en parler, en cours ou à la télé, mais je ne sais pas ce que c'est un milliard. Personne ne sait ce que c'est un milliard. C'est trop abstrait. C'est beaucoup trop abstrait. Oui, mais ça, c'est un énorme problème, il faut en parler de ça. C'est là que Bruno Le Maire est vraiment le plus nul des économistes, c'est qu'il n'a toujours pas compris que, en fait, on vivait dans une économie de marché, contrairement à ce qu'il croit, et que donc les entreprises ont besoin d'avoir des clients. Et ce que tout le monde, quand même, je pense que tout le monde voit. Il n'y a pas besoin des économistes pour voir ça. Il suffit de regarder les infos. À qui les gens vont vendre si la pauvreté, enfin c'est pas si, puisque la pauvreté explose dans le pays? À qui est-ce que le fleuriste du coin, l'épicier du coin, va vendre si les gens n'ont plus d'argent? C'est déjà ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est le cas dans toutes les crises. Il n'y a que les économistes fonctionnaires comme moi, qui sont à la fac, qui vous parlent d'une crise conjoncturelle avec cette idée qu'on revient à la normale. Mais à chaque fois qu'il y a une récession, les boîtes qui font faillite, elles ne reviennent pas. Les gens qui perdent leur boulot, tout le monde le sait, ils peuvent retrouver un travail après, mais en moyenne, il est moins bien. Ils mettent du temps à le retrouver. Et si vous perdez votre boulot au mauvais âge, dans la mauvaise région, dans la mauvaise profession, eh ben c'est fini. C'est tous les témoignages qu'on a dans le nord de la France, dans l'Est, quand il y a les usines qui ferment. Pourquoi est-ce que les gens se battent comme des désespérés? Parce qu'ils ont raison de se battre comme des désespérés. Parce qu'ils savent que quand vous vous retrouvez sur le marché du travail, comme on dit, cette expression atroce, comme si on achetait, qu'on vendait des gens à 50 ans dans la mauvaise région, ben c'est fini pour vous. Parce que oui, l'activité, elle va reprendre, mais c'est pas vous qu'on va reprendre derrière. Ou alors on va vous reprendre en intérim, à mi-temps, etc. Et comment vous allez faire pour payer le prêt de la maison? Alors là, pour le coup, il y a eu réellement des mesures qui ont été mises en place de soutien immédiat aux entreprises, notamment avec le chômage partiel. Quand on compare par rapport aux autres pays, c'est vrai que les entreprises ont été beaucoup aidées. Mais si vous faites bien attention, le chômage partiel, ça n'aide pas les entreprises. Ça aide les salariés. C'est différent. La première charge de beaucoup de commerce, c'est les loyers. Il n'y a pas eu de moratoire sur les loyers. On fait pour supprimer des loyers qui sont privés? Ça, l'État, il peut très facilement dire... Voilà, vous passez un décret, j'en sais rien, état d'urgence sanitaire, enfin bon, voilà, avec tout ce qu'ils font, je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Mais effectivement, là, vous touchez un point difficile qui est un point politique, c'est que, et ça revient à ce que je disais au début, si vous prenez la mesure de la crise, ce que le gouvernement n'a toujours pas fait, vous savez qu'il y a des perdants. Et le choix politique, c'est qui c'est les perdants. Aujourd'hui, les perdants, c'est les pauvres, les petites entreprises. Et bien, évidemment, un choix beaucoup plus intelligent, ça aurait été de dire les perdants, c'est les grands propriétaires de logements aussi, hein, qui continuent à toucher les loyers, de beaux commerciaux, et aussi les grandes entreprises, qui en fait ont des solutions de financement, peuvent faire appel au marché, aux banques, etc. Et là aussi c'est très français. Bruno Le Maire, on voit bien, il réagit très rapidement quand c'est les grandes entreprises. Parce que c'est des gens qu'il connaît, ça lui parle. Donc quand Air France commence à s'éternuer, on lâche des milliards, hein, des milliards. Ça aussi, c'est un énorme problème dans l'information économique. On ne comprend pas bien la différence entre les millions et les milliards. Les millions et les milliards, ça n'a rien à voir. Donc, je vous donne un exemple. Qu'est-ce que c'est 1 million de secondes? 1 million de secondes, c'est 11 jours. D'accord? Qu'est-ce que c'est 1 milliard de secondes? C'est 31 ans. Vous voyez la différence entre 11 jours et 31 ans? Donc, en fait, les milliards, moi, j'en parle. Je suis obligé d'en parler, en cours ou à la télé. Mais je ne sais pas ce que c'est un milliard. Personne ne sait ce que c'est un milliard. C'est trop abstrait. C'est beaucoup trop abstrait. Oui, mais ça, c'est un énorme problème. Il faut en parler de ça. Donc, quand vous donnez plusieurs milliards à Air France, c'est complètement fou. C'est-à-dire que ces milliards-là, si vous les divisiez sur les quelques millions de pauvres, eh ben vous pourriez donner à chacun une somme tout à fait conséquente pour ces gens-là. Donc quand vous aidez une seule entreprise, avec l'argent que vous donnez à cette entreprise-là, vous pourriez aider, évidemment un tout petit peu, mais des millions de gens. Et ça changerait leur vie. Et là, c'est le choix qui a été fait par le gouvernement. Mais alors vous préconisez d'abandonner l'austérité, de mettre fin aux inégalités. Vous avez une approche qu'on peut qualifier d'hétérodoxe. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui vous qualifient d'idéalistes? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on fait souvent la critique inverse, au contraire. Comme moi, en fait, je fais des études d'économie pour trouver des solutions. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, on parlait déjà beaucoup du chômage, et ça m'inquiétait beaucoup. Alors, c'est très prétentieux de le dire ça maintenant, mais vous pouvez demander à mes étudiants, c'est ce que je leur dis depuis 20 ans. Moi, ce que je disais à mes étudiants, je leur disais, si le chômage de masse continue, l'extrême droite va arriver au pouvoir. Et donc, moi, j'ai fait des études d'économie pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir en trouvant des solutions à la situation sociale dans le pays. Et pourquoi? Parce que c'est juste l'histoire de base. Qu'est-ce que c'est la crise des années 30? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que la crise des années 30 soit très sérieusement enseignée au lycée? La crise des années 1930, qui aura bientôt un siècle, c'est la démonstration que le libre marché, lorsqu'il est laissé vraiment à lui-même, peut détruire la démocratie.
Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Les gens, ils ont faim. Dans les années 30, vous n'avez pas l'allocation chômage. Il n'y a pas la sécurité sociale. Quand vous perdez votre boulot, vous avez vraiment faim. Et donc les gens, ils écoutent les hommes politiques qui leur disent « moi, quand je vais être au pouvoir, vous n'aurez plus faim, vous aurez du travail ». Quelle est la première promesse d'Hitler? La première promesse d'Hitler, c'est quoi? C'est le plein emploi. Et il le réalise. Il met en place des grands travaux, course à l'armement, il construit des autoroutes. Le chômage disparaît en quelques années en Allemagne. Pourquoi est-ce que les gens ont élu Hitler? C'est juste pour avoir du boulot. Et donc, la leçon des années 30, c'est de dire, lorsque vous avez le libre marché qui s'effondre et qu'il n'y a pas de système de protection sociale, eh ben les gens, ils n'en ont rien à foutre de la démocratie, ils veulent bouffer. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On l'a oublié, parce qu'encore une fois, ce n'est pas enseigné, ni au lycée, ni dans les facs d'éco. On a une première crise économique très forte en 2008. Et là, c'est comme très intéressant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez Marx et Keynes qui sont en couverture des magazines. Aux États-Unis. C'est-à-dire que là, toute la planète dit oui, la crise de 2008, c'est une crise du capitalisme financiarisé. Ce qu'elle est de toute évidence. Okay, donc c'est une crise qui montre que le capitalisme déconne, ce que tout le monde sait. Qu'est-ce que font les gens quand ils vont voter partout dans le monde? Ils votent pour des partis de droite et d'extrême droite. Ça, c'est intéressant quand même. Cette crise, elle a eu plus de 10 ans. On a une montée de la droite et de l'extrême droite partout, alors que c'est la crise, donc quand vous êtes marxiste, vous rêvez. C'est-à-dire que c'est la crise parfaite. Les débiles, les plus que archi-débiles de Wall Street, qui prêtent de l'argent à des gens dont tout le monde sait qu'ils ne pourront pas rembourser, et c'est les États qui viennent sauver les banques. On se rappelle des images à l'américaine, les gars qui se font licencier de leur banque, de leurs assurances avec leurs petits cartons, etc. C'est la crise parfaite quand vous êtes marxiste. Et la conséquence politique de ça, c'est une explosion de la droite, de l'extrême droite. Et alors, en conclusion, comment est-ce que vous voyez 2021 d'un point de vue économique? On a beaucoup de données sur l'économie américaine. Pendant le premier, quand il y a eu un confinement aux États-Unis, le salaire moyen, il a explosé. Donc ça, c'est marrant, vous voyez. Je veux dire, les gens, ils ont augmenté. Ben non. C'est que tous les mal payés, ils ont perdu leur boulot. Donc ceux qui restent, vous faites la moyenne sur ceux qui restent, donc le salaire, il augmente. Donc ça, c'est des effets rigolos. Et dans le même genre d'effets rigolos, enfin, rigolos pour nous les économistes, cette année, il y a eu moins de faillites que l'année dernière. Ce qui est aberrant. Mais pourquoi? Parce que les tribunaux sont fermés, les locaux, tout est engorgé, mais les gens le savent eux-mêmes, c'est fini pour eux. Mais ce n'est pas fini d'un point de vue légal, parce qu'il y a encore les aides qui tombent, parce que les procédures n'ont pas encore eu lieu. C'est les catégories sociales là qui vont tomber, c'est des gens qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas syndiqués, c'est des patrons, des commerçants. Donc est-ce qu'on va avoir un retour d'un mouvement genre Poujadiste, comme dans les années 50, c'est possible, on ne sait rien. Mais ce que je trouve criminel de la part du gouvernement, c'est quand Bruno Le Maire ose nous dire, dans une interview du Parisien il y a quelques semaines, que la réforme des retraites est une réforme majeure. C'est-à-dire qu'au niveau d'instabilité politique, démocratique, sociale du pays, il remet de l'inquiétude sur une réforme qui était déjà débile à la base. Et là aussi, strictement en termes d'économie, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont de la thune, ils se disent « Oh putain, oui, c'est vrai, on va se prendre sur la tronche la réforme des retraites ». Donc ces gens-là qui consomment déjà pas actuellement parce qu'ils ont peur, parce que tout le monde a peur aujourd'hui, ils vont consommer encore moins pour mettre de côté pour leur retraite. Et donc le problème de consommation, qui est le problème numéro 1 du pays, cet abruti de Bruno Le Maire, il l'aggrave avec ses déclarations. Si vous faites peur aux gens, s'il n'y a pas de consommation, si les entreprises font faillite, elles ne payent pas d'impôts, les recettes de l'État diminuent, d'un côté. À l'inverse, les dépenses de l'État augmentent. Et donc, ce qu'il fait, c'est par ces déclarations, je pense qu'on pourrait mesurer plus tard, l'augmentation de la dette publique qui a été créée par la bêtise de Bruno Le Maire. Mais pourquoi est-ce qu'il fait cette bêtise? Parce qu'il n'a pas ni la connaissance de la réalité de l'économie, ni le bon modèle théorique, qui est le modèle keynésien, qui, encore une fois, n'est plus enseigné dans les facs depuis des décennies maintenant.